Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis de retour avec Brett Valda. Aujourd'hui on s'attarde aux règles du jeu. Donc au terme de cette vidéo, vous devriez avoir vraiment un bon aperçu ou une bonne idée de comment y jouer et vous devriez être en mesure de déterminer s'il s'agirait d'un jeu qui pourrait vous intéresser. N'oubliez pas que le jeu sera en campagne de sociofinancement dès le 15 juin 2022. Vous trouverez le lien vers la page de sociofinancement dans la description de la vidéo. Alors sans plus attendre, laissez-moi un pouce vers le haut et allons jeter un coup d'œil à ce que ce jeu nous propose. Brett Valda est un jeu pour 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ 120 minutes. Nous sommes en l'an 796 et le roi de la Bretagne vient de mourir. Il faut donc élire un nouveau Brett Valda pour le remplacer. Une fois la mise en place effectuée, voici ce à quoi votre espace de jeu devrait ressembler. Chaque joueur a récupéré ses éléments personnels et a positionné quelques unités dans sa capitale. On détermine aléatoirement un prétendant qui sera le premier joueur. Il aura également des avantages comme déterminer le sens d'un tour de jeu et décider quel joueur brise les égalités. Une partie de Brett Valda peut se terminer de 3 manières différentes. Par exemple, le premier joueur qui réussit à atteindre un seuil de points bien précis selon le nombre de joueurs autour de la table l'emporte automatiquement. Ou bien au terme de la 12e saison, le joueur avec le plus grand nombre de points gagne. Finalement, si une nation tombe, c'est également la fin de la partie et c'est celui, à ce moment, avec le plus de points qui l'emporte. Vous devez savoir que dans Brett Valda, il est possible de récupérer des points permanents ou des points temporaires. Les points temporaires peuvent être alloués pour chaque lot de 3 monastères qu'un joueur possède. Donc pour chaque lot de 3 monastères, le joueur va récupérer temporairement un point de victoire. S'il perd le contrôle de l'un de ses bâtiments, il perdra alors son point temporaire. Il est possible également de récolter des points temporaires pour certains territoires que l'on peut contrôler sur la carte qui sont indiqués avec ce marqueur. Lorsqu'un joueur prend contrôle de ce territoire, eh bien, il marque un point de victoire temporaire puisqu'il est possible de le perdre également. La seule façon de conserver nos points de victoire et d'avoir des points qui sont permanents, c'est en réalisant des cartes chroniques. Ces cartes agissent un peu comme des quêtes qui nous donnent des objectifs qu'il sera possible de réaliser en cours de partie. Une fois qu'un joueur a réussi l'une de ces quêtes, il la place près de son plateau, face visible, et va marquer un point de victoire permanent. Toutefois, un nombre maximal de 2 chroniques peut être réalisé par chaque joueur. La première phase d'une manche est la phase de saison. C'est à ce moment que la carte du dessus du paquet correspondant à la saison dans laquelle on se retrouve est dévoilée. Ces effets sont applicables immédiatement. En plus de cela, vous devez savoir que l'été, l'automne et l'hiver ont des événements fixes qui se répéteront à chaque année. En été, des Vikings débarqueront sur le continent. En automne, les Vikings et les unités neutres éparpillées sur le plateau risquent de se déplacer. Et il faudra nourrir toutes ces unités en hiver alors qu'il sera impossible de faire la production de nourriture. Lors de l'été et de l'automne, il y aura un vote d'influence où les joueurs pourront miser des pièces et des trésors afin d'être celui ou celle qui pourra influencer l'apparition ou le déplacement des Vikings sur la carte. Puis ce sera la phase d'action. À tour de rôle, les joueurs choisiront une action parmi les 4 qui leur sont disponibles. Une fois que chacun aura choisi et résolu 2 actions, ce sera la fin de la phase. La première action possible est celle de collecte, où vous récupérez tout simplement l'or et produisez la nourriture des régions où sont déployées vos unités. L'or est ajouté à votre réserve personnelle, alors que la nourriture demeure sur le plateau principal. La seconde action est celle de milice, où vous pourrez acheter entre autres des cartes stratégiques au coût de 2 pièces d'or, et recruter ou entraîner vos unités. Si vous désirez recruter une unité, vous devez payer le coût associé à sa caste et la placer dans une ville que vous contrôlez ou dans votre capitale.
Pour améliorer une unité, celle-ci doit également se retrouver dans l'un de ces deux endroits. Vous devez payer un nombre de pièces d'or équivalent à la différence de coût entre la forme initiale de l'unité et sa forme améliorée. Les navires, quant à eux, sont générés dans les ports que vous contrôlez. Si vous recrutez et entraînez une unité dans une ville, vous ne pouvez effectuer que cette action et c'est tout. Si vous recrutez ou entraînez une unité dans votre capitale, vous pourrez effectuer une action supplémentaire. C'est la seule circonstance pouvant vous permettre de recruter ou entraîner deux unités d'un coup ou de recruter puis entraîner une unité. La troisième action est celle de développement qui permet de construire de nouveaux bâtiments sur des territoires que vous contrôlez et d'ajouter des tuiles d'amélioration à votre plateau personnel. Pour ajouter une amélioration à votre plateau, il faudra payer 3 pièces. La tuile choisie prendra effet immédiatement et il n'est possible d'acheter qu'une seule amélioration par action. Pour 3 pièces d'or, vous pouvez également construire un bâtiment dans une région que vous contrôlez. Il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment par région, à l'exception des capitales qui peuvent accueillir 2 bâtiments différents. À noter que les cartes stratégiques peuvent être défaussées à ce moment pour générer une pièce ou une épée supplémentaire en cas de besoin. On parlera de l'épée un peu plus tard. Les monastères permettent de récolter une pièce de plus lors de l'action de collecte. Chaque lot de 3 monastères vous donne également un point de victoire temporaire. Les entrepôts, quant à eux, vont tout simplement produire une unité de nourriture supplémentaire lors de l'action de collecte. Les ports vous donnent la possibilité d'échanger à volonté une nourriture contre 2 pièces ou vice-versa. Et le Grand Hall vous permet de récupérer des cartes stratégiques supplémentaires lors de l'action de milice. La quatrième et dernière action est celle de déplacement et c'est cette action qui vous permettra de prendre possession de nouveaux territoires et de provoquer des affrontements. Lors de cette action, toutes vos unités sont autorisées à se déplacer selon la portée qu'ils peuvent parcourir. Vos propriétaires terriens et vos navires ont 2 points de déplacement. Vos aînés en ont 3 et votre dirigeant possède le nombre de points de déplacement indiqués sur sa carte. Toutefois, les hommes libres ne peuvent pas se déplacer à moins de récupérer cet avantage sur votre plateau personnel. Lorsque vous déplacez une unité, ces points de déplacement seront consumés selon les territoires qu'elle franchit. Se déplacer par une route coûte un seul point de déplacement. 2 points de déplacement pour traverser une région sauvage. Impossible de traverser une étendue d'eau à moins d'utiliser un navire et 1 point de déplacement. Et il est possible de se déplacer d'un port à l'autre gratuitement en bateau. Finalement, vos unités peuvent monter à bord de votre navire ou en descendre pour 1 point de déplacement chacun. Dès que des troupes d'allégeances différentes partagent le même territoire, il y a affrontement. La première étape du combat offre la possibilité aux joueurs, en commençant par l'attaquant, de jouer une carte stratégique pour son effet. Puis chaque joueur lance un dé par unité impliquée dans le combat selon son type. Le dé utilisé par les dirigeants est indiqué sur leur carte. Le défenseur aura droit à un dé noir supplémentaire lors de son lancer s'il se défend dans une ville et 2 dés noirs supplémentaires si le combat a lieu dans une capitale. Finalement, il existe 2 structures ajoutant un dé de défense supplémentaire. Il s'agit du mur d'Adrien et la digue d'Offa. On additionne ensuite les épées obtenues et on soustrait cette somme par les boucliers générés. Puis les joueurs ont la possibilité de jouer une carte stratégique pour son effet ou d'en défausser pour générer des épées supplémentaires. Le résultat final indique combien de blessures seront infligées à l'adversaire simultanément. C'est toujours le propriétaire des unités qui décide comment répartir les blessures parmi ses troupes. Il existe toutefois 2 règles. Si une unité est déjà blessée, la prochaine blessure doit lui être infligée en priorité. Et si après la 2e manche d'affrontement, les blessures infligées sont suffisantes pour tuer une unité, celle-ci subit les dégâts en priorité. Un homme libre a 1 point de vie, 2 points pour les propriétaires terriens, 3 points pour les aînés, alors que la vitalité des dirigeants est indiquée sur leur carte. La bataille est gagnée si toutes les unités opposantes sont vaincues ou si votre adversaire bat en retraite.
Si le combat n'est pas terminé après la seconde manche d'affrontement, c'est le défenseur qui l'emporte. L'attaquant doit alors battre en retraite en repliant toutes ses unités d'où elles viennent. Le défenseur a également la possibilité de battre en retraite dans un territoire adjacent qui est libre ou qu'il possède après la première manche d'affrontement, concédant ainsi le territoire à l'ennemi. Une fois que le combat est terminé, le vainqueur pioche 2 cartes stratégiques, en conserve une et défausse l'autre, ou défausse les 2 cartes pour piocher celle du dessus du paquet. Le perdant du combat pioche quant à lui une carte qu'il conserve ou qu'il défausse pour piocher la suivante. Si l'attaquant prend possession d'un nouveau territoire, il l'indique en posant son marqueur et peut ensuite décider de brûler les bâtiments et la nourriture s'y trouvant ou de les conserver sous son contrôle. Si un affrontement implique des Vikings ou des unités neutres, les lancers de dés sont alors gérés par le prochain joueur dans l'ordre de tour. Une fois que chaque joueur a choisi et résolu 2 actions parmi les 4 que l'on vient d'expliquer, on passe ensuite à la phase de priorité. Le joueur en avance sur la piste de points de victoire devient prétendant. Il aura alors, encore une fois, le privilège de choisir l'ordre de tour et choisira qui brisera les égalités. La partie se déroule ainsi jusqu'à ce que l'une des 3 conditions de fin de partie survienne, puis le gagnant est déclaré. Alors voilà pour ce qui était de la présentation des règles de Brett Valda. Je vous dirais qu'on a couvert ensemble à peu près 95% des règles, mis à part quelques petites situations particulière. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et à aller faire un tour sur la page de pré-campagne ou de campagne, tout dépendant à quelle date vous écoutez cette vidéo. Le lien se retrouve dans la description. Vous pourrez avoir toutes les informations et peut-être des éléments qui auront changé entre le projet final et ma copie prototype que je vous ai présentée aujourd'hui. Si vous avez été diverti ou si cette vidéo vous a été utile, laissez-moi un pouce vers le haut. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.